Cela m'a frappé lorsque je l'ai entendu pour la première fois. Nous avons affaire ici à des domaines qui relèvent en réalité de décisions de vie ou de mort pour les empires. Et on ne peut pas aller au tribunal et poursuivre Helmut Schmidt pour avoir fait cela, ni poursuivre Herrhausen pour avoir fait cela. Il faut une action exécutive sur ces questions. Et c'est ce que nous observons avec ces meurtres. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies, et aujourd'hui je parle à nouveau avec le Dr Ola Thunander et Dirk Pohlmann. Le Dr Thunander est professeur émérite à l'Institut norvégien de recherche sur la paix à Oslo, et M. Pohlmann est un auteur et réalisateur de documentaires allemands. J'ai déjà parlé séparément avec chacun d'eux, mais ce soir, nous voulons organiser une table ronde sur les assassinats politiques en Europe tout au long de la guerre froide et jusqu'au moment unipolaire, lorsque des personnes œuvrant pour la paix et pour un rapprochement politique avec l'Est et le Sud global sont simplement mortes. Hola Dirk, bienvenue à nouveau. Welcome back. En Suède, nous avons eu l'année dernière une discussion sur ces assassinats politiques, en particulier sur Olof Palme, le premier ministre suédois qui a été abattu dans la rue. J'ai réalisé que la Suède avait en réalité eu 3 personnalités importantes sur la scène internationale. La première était Folke Bernadotte, qui s'est occupé de la question palestinienne israélienne. Il représentait l'ONU et a partagé le territoire entre les Palestiniens et les Israéliens, plus ou moins équitablement. Le second était Dag Hammarskjöld, qui était secrétaire général des Nations Unies. Il a été abattu à Ndola, à la frontière entre le Congo et ce qui était alors la Rhodésie du Nord. Et puis il y a eu Olof Palme. Ainsi, chaque dirigeant suédois qui a eu une certaine importance sur la scène mondiale a été abattu. Et ça, vous savez, ce n'est pas ce qu'on apprend en sciences politiques, pour ainsi dire. Si vous êtes un peu critique, vous vous faites en fait tirer dessus. Et puis j'ai pensé, regardez les autres. Aldo Moro, par exemple, le cas évident, Kennedy, et ainsi de suite. Ils ont tous été abattus. Et ensuite, on essaye de comprendre qui organise tout cela. Et on voit qu'il y a un système, pour ainsi dire. Ce sont plus ou moins les mêmes personnes derrière tous ces meurtres. Ils ont même essayé de tuer Charles de Gaulle, vous savez. Beaucoup de gens sont morts ou ont été attaqués. Mais le danger auquel nous faisons face, c'est que nous risquons de commencer à voir des schémas, là où il ne s'agit en réalité que de coïncidences. En fait, Edward Snowden a récemment mis en garde contre cela. Mais, et c'est très important, Dirk, lors de notre dernière conversation, a souligné « Regarde, si toutes les coïncidences relèvent de la même catégorie, alors ce ne sont plus des coïncidences. » Et Dirk, peux-tu peut-être ajouter quels autres noms, selon toi, nous devrions inclure dans ce groupe d'Européens qui ont fini par mourir, interrompant ainsi tous ces efforts de réconciliation? Oui, je pense que nous devrions absolument avoir une courte conversation à propos d'Enrico Mattei. Nous nous étions arrêtés là lors de notre dernière discussion. Pour moi, il était frappant de voir à quel point cette affaire ressemble à celle de Herrhausen. C'est très similaire dans sa structure. Et il est juste de dire qu'il y a aussi Aldo Moro, dont nous devons parler. Il y a là une autre connexion. Je pense que nous devrions examiner les schémas, car par exemple, j'ajouterais un autre cas, Helmut Schmidt, qui n'a pas été tué, mais qui a été écarté de son poste de chancelier d'Allemagne au Parlement. Cela ressemble fortement à ce qui s'est passé avec Alfred Herrhausen et Enrico Mattei, car tous deux commençaient à traiter de manière importante, vraiment de la manière la plus importante, avec l'Union soviétique sur le pétrole et le gaz. C'est donc un autre exemple. Et en ce qui concerne le danger des théories du complot,
Oui, il est toujours présent. Mais on nous rappelle très souvent que personne ne devrait penser que cela passera inaperçu si cela ressemble de près à un complot. Au contraire, il ne s'agit pas de théorie du complot. Il s'agit de comprendre qu'il y a une structure derrière tout cela. Il est important de ne pas l'oublier. Ce n'est donc pas seulement Scylla, c'est Scylla et Charybde. Nous devons naviguer entre ces deux dangers. Absolutely. Ola. Absolument. Ola, lorsque vous regardez ces 3 Suédois qui sont morts, ainsi que les autres morts politiques, et peut-être même les sabotages, selon vous, qui devrait être mis le plus en avant pour comprendre à quel point ces assassinats politiques ont affecté le continent? These political murders impacted the continent. Je pense qu'il faut revenir à cela. Par exemple, il y avait cet agent du MI5 britannique, Peter Wright, qui a écrit un livre que Margaret Thatcher a en fait essayé d'empêcher de publier. Dans ce livre, il décrivait les préparatifs d'assassinat menés par la CIA à l'époque. Il écrivait qu'il avait rendu visite à Angleton, le chef du contre-espionnage, et à Bill Harvey à Langley, au siège de la CIA. Leur principal objectif était de constituer un vivier d'assassins. C'était leur principale préoccupation. Et Peter Wright disait qu'en Grande-Bretagne, nous ne faisons plus cela, ce qui n'était probablement pas vrai. Mais malgré tout, c'est ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a dit. Mais il a proposé la méthode française, la manière française, pourrait-on dire, parce qu'ils étaient très portés sur les assassinats. Ils avaient essayé de tuer de Gaulle à plusieurs reprises, et les mêmes personnes étaient en fait impliquées dans l'affaire Kennedy. L'un des principaux assassins qui avait tenté de s'en prendre à de Gaulle se trouvait à Dallas le jour même où Kennedy a été abattu. Ils l'ont ensuite mis dans un avion pour Mexico, ce qui a poussé de Gaulle à décider de ne pas s'y rendre, même s'il y avait été invité. Il a annulé son voyage parce que cet homme, j'ai oublié son nom maintenant, s'y rendait, et de Gaulle ne voulait pas être dans la même ville, même si Mexico est une ville plutôt grande. J'aimerais ajouter que de Gaulle lui-même avait remarqué la similitude. Il a donné une courte allocution très intéressante sur l'assassinat de Kennedy, très concise, très précise, et il a dit que c'étaient les mêmes personnes. Il a décrit comment ils avaient pris ce communiste, Lee Harvey Oswald, qui était communiste et ne l'était pas, et il a exposé toute la scène. Ce que nous considérons aujourd'hui comme une théorie du complot, si vous regardez sur Wikipédia, il l'avait décrit. C'est dans un livre d'Alain Perefitte, qui était son responsable des médias, et il n'a jamais été traduit du français dans une autre langue. Mais c'est David Talbot qui a écrit un article à ce sujet et l'a cité. C'est très intéressant. Ainsi, de Gaulle lui-même partageait la même opinion, que les personnes qui avaient tué Kennedy étaient celles qui avaient tenté de le tuer. Et il y a un autre épisode qui nous éloigne un peu du sujet, mais pas vraiment, car c'est très intéressant. Alors que de Gaulle voulait discuter avec Adenauer de la possibilité d'un coup d'État européen, une politique de défense commune où les Allemands auraient accès à l'arme nucléaire française. Au même moment, Reinhard Gehlen, le chef du BND à l'époque, était en réalité un atout américain. Le BND venait tout juste d'être rebaptisé, passant de l'organisation Gehlen de la CIA au BND. Ils avaient simplement changé le nom. Ils cachaient donc les aspirants assassins qui avaient été condamnés à mort en France pour l'attentat contre de Gaulle. 2 généraux, Raoul Salan et un autre, dont j'ai oublié le nom. Ils se cachaient dans une caserne de parachutistes allemands près des négociations, et Gehlen s'était assuré que de Gaulle en soit informé. Ainsi, pour de Gaulle, il n'était pas clair si Adenauer était derrière tout cela ou si quelqu'un cherchait à saboter les pourparlers, ce qui est probablement le cas. Vous voyez, tout cela conduit à « c'est à la fois lié et non lié »,
mais tout de même lié dans le sens où cela peut être utilisé dans des politiques secrètes. Et je devrais ajouter qu'Ola vient de publier une série en 4 parties sur l'assassinat d'Olof Palme. Dans la 4e partie, vous décrivez comment certaines de ces personnes ont été très ouvertement menacées. Vous racontez l'histoire d'une scène où je crois que c'était Dag Hammarskjöld, et non Olof Palme, qui avait été invité en Israël et avait été forcé de s'asseoir juste à côté d'un assassin, n'est-ce pas? Pourriez-vous décrire cette scène? Oui, oui. Non. Ça veut dire d'abord, je l'ai entendu d'un journaliste suédois, un ambassadeur en Israël en fait. Et ensuite, je l'ai lu dans, je crois que c'était, j'ai oublié le nom, un professeur à Uppsala qui avait écrit un livre où cela était mentionné. Mais le point était que Dag Hammarskjöld, je crois que c'était en 1951 ou 1958, avait été invité par David Ben Gurion dans ce qu'on pourrait appeler sa maison d'été ou quelque chose comme ça. Et il était assis à côté d'un homme qu'il ne connaissait pas à la table du dîner. Après, il a demandé à son assistant, le général Horn, je crois, et il a dit cet homme c'était Joshua Cohen. C'est lui qui tenait l'arme qui a tiré sur Folke Bernadotte, l'ancien représentant suédois de l'ONU. Donc, Ben Gurion disait en gros à Hammarskjöld que s'il faisait quelque chose contre eux, il connaîtrait le même sort, il serait lui aussi abattu. Folke Bernadotte a été abattu par cette personne, par ce terroriste israélien qui a été reconnu comme tel. D'accord. Qui était-il? Désolé. Qui était ce type? C'était un terroriste israélien et il appartenait au groupe Shamir, je crois. Mais ensuite, il est devenu garde du corps du Premier ministre, David Ben Gurion. Donc vous savez, quand on parle de terroristes dans ce cas, ça remonte jusqu'au sommet. Je veux dire, cela remonte à la façon dont Israël, dont les groupes sionistes utilisaient déjà le terrorisme dans les années 1920, allant même jusqu'à assassiner des citoyens britanniques dans le mandat de Palestine. Tout s'enchaîne ainsi. Mais quand on avance dans le temps, Je pense que j'aimerais ajouter quelque chose pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce sujet, car je remarque toujours que lorsque nous parlons, nous supposons que tout le monde sait déjà beaucoup de choses. Et c'est une erreur. Si je dis quelque chose à mes enfants, ils ne le savent pas. Par exemple, Folke Bernadotte. Il est important de comprendre qu'il faisait partie de la famille royale suédoise, très haut placée dans la société. Et il est également important de savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, il a sauvé environ 20 000 Juifs grâce à des négociations avec Himmler. C'est l'histoire connue sous le nom des bus blancs, si vous voulez chercher cela sur Google ou ailleurs. Donc c'était quelqu'un qui avait la réputation d'avoir sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il faut comprendre que les personnes qui l'ont tué, ce Joshua Cohen, étaient membres de ce qu'on appelait le groupe Stern. Il y a un autre nom, en hébreu. Il faudra que je le retrouve. Ce groupe était dirigé par Yitzhak Shamir, le futur Premier ministre. Oui. Comment ça s'appelle? Lehi, je crois. Oui, c'est ça. Donc voilà pour un point. Et puis bien sûr, il y avait Menahem Begin, qui était recherché par les Britanniques. C'était un terroriste qui a fait exploser l'hôtel King David à Jérusalem, n'est-ce pas? Oui, il a fait sauter cet hôtel, environ 30 personnes ont été tuées. Et il était recherché par les Britanniques comme terroriste pour cet acte. Donc, vous avez un lien fort. Ce n'est pas loin. Si vous comparez, par exemple, si vous dites que Yasser Arafat avait été un terroriste, alors la similitude demeure. Cela dépend de la perspective que l'on adopte. Les terroristes sont appelés terroristes par un camp et combattants de la liberté par l'autre.
Et il en va de même pour la Haganah, l'Irgun et ces groupes juifs qui tuaient vraiment beaucoup de gens. Mais dans les cas que nous venons d'évoquer, tout est très imbriqué. C'est aussi pourquoi j'ai mentionné De Gaulle et Guésel. Vous voyez que cela fait partie d'une structure politique profonde dont on parle rarement et que peu de gens connaissent. Cette histoire avec Bernadotte, je n'ai rencontré personne qui connaissait cette histoire quand je l'ai racontée aux gens. Et en ce qui concerne Gehlen, par exemple, il était le chef du renseignement pour l'Europe de l'Est sous Adolf Hitler, jusqu'à la fin de la guerre. Ensuite, il a été repris par la CIA et Allen Dulles. Dulles a créé l'organisation Gehlen, qui était l'organisation de la CIA en Allemagne de l'Ouest et qui est ensuite devenue le BND, le Bundesnachrichtendienst, le service de renseignement ouest-allemand. Lorsque Allen Dulles, en tant que directeur de la CIA, a voulu former les forces spéciales égyptiennes, il a demandé conseil à Gehlen. Ce dernier a recommandé Otto Skorzeny, qui avait été l'un des officiers favoris de Hitler. Et il avait un groupe de 20 ou 30 personnes issues de la SS et de la Wehrmacht qui formaient les Égyptiens. On pouvait alors avoir l'impression que les nazis s'opposaient de nouveau aux Juifs, pour ainsi dire, puisque les nazis entraînaient les Égyptiens. Mais en réalité, Skorzeny est devenu un agent israélien, un agent du Mossad. Il tuait des gens, des scientifiques spécialisés dans les fusées, pour le Mossad. Et pendant la guerre de 1967, il informait en fait les Israéliens de tous les détails concernant l'Égypte. Donc ils avaient aussi Adriano Monti, un intermédiaire italien qui était également un agent israélien. Et cet homme, Monti, est devenu le supposé ministre des Affaires étrangères, le futur ministre des Affaires étrangères, dans le coup d'État de Borghese en 1970. De où? Ministre des Étrangères de quoi? Borghese. C'est un autre cas. Je ne fais pas encore partie du gouvernement. Il s'agissait d'une tentative de coup d'État en 1970. Ils ont pris le contrôle du ministère de l'Intérieur, entre autres. Puis Adriano Monti est allé à Madrid, où vivait Otto Skorzeny, pour obtenir le feu vert de Skorzeny, afin de lancer le coup d'État en Italie. À cette époque, Skorzeny était le représentant de la CIA à Madrid. On peut donc dire que c'étaient les mêmes personnes. Et Dirk a trouvé, il y a quelques années, dans les archives du BND, un document provenant des dossiers Skorzeny. Ce document indique que 2 généraux de l'US Air Force de haut rang ont déclaré que Kennedy était inacceptable et faible face aux Russes ou aux Soviétiques. Et lui, je veux dire en principe, cela signifiait qu'il fallait l'éliminer. Et Skorzeny disposait d'un genre de système d'escadron de la mort, une capacité d'action exécutive à Madrid pour éliminer des personnes. Et c'est le même groupe, utilisant aussi les gens que Dirk a mentionnés plus tôt, les Français qui avaient tenté de tuer De Gaulle, et ils étaient également présents à Dallas en 1963, le jour de l'assassinat de Kennedy, qu'au moment du meurtre de Dag Hammarskjöld. C'était un groupe de forces spéciales lors de l'assassinat de Dag Hammarskjöld à la frontière du Congo. Dirk, je vais te demander dans un instant ce que tu peux ajouter à cela. Mais il faut aussi le dire, Hammarskjöld a eu un accident d'avion, n'est-ce pas? Mais son corps a été retrouvé loin de l'appareil, avec une balle dans la tête. C'est bien ça, non? Tu as raison. D'abord, je dois dire que l'histoire du crash de l'avion est très, très suspecte. Par exemple, des témoins ont affirmé qu'un petit avion avait attaqué le quadrimoteur de Dag Hammarskjöld. Tous ces témoins ont été effacés des dossiers parce qu'ils étaient noirs, des Africains noirs, et donc jugés non fiables. Ensuite, en tant que pilote moi-même, j'ai une formation de pilote professionnel. Je dirais qu'en observant ce qu'ont fait les pilotes,
Ils ont essayé d'effectuer un atterrissage d'urgence avec un avion en feu. Officiellement, on a dit qu'ils avaient mal réglé l'altimètre. Les altimètres de l'avion ont été envoyés du site du crash aux États-Unis pour enquête. To J. Edgar Hoover to do the investigation. Something similar happened, by the way, to Et quelque chose de similaire s'est produit d'ailleurs avec le vol MH17 en Ukraine, dont les enregistreurs de vol ont été envoyés en Grande-Bretagne pour enquête. C'est donc encore une fois un schéma qui se répète. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans le cas d'Enrico Mattei, qui est également mort dans un accident d'avion, le cockpit de son appareil a été dissous dans l'acide. Vous imaginez? Ce n'est pas une méthode habituelle dans une enquête sur un crash aérien. Les instruments du cockpit ont été dissous dans l'acide dans l'affaire Mattei. Ces éléments montrent qu'il faut regarder tout cela de plus près. Et dans le cas de Dag Hammarskjöld, il était clair qu'il y avait un survivant qui avait été emmené à l'hôpital, mais il a été si mal soigné qu'il est mort après 4 ou 5 jours. C'était un Américain. Et il était évident que Hammarskjöld avait survécu un certain temps, car il avait de la terre entre les doigts. Alors, il s'est extirpé de l'épave, s'éloignant du brasier. Et comme tu l'as dit, mais Ola peut mieux l'expliquer, je pense, car il connaissait mieux l'officier norvégien qui faisait partie de l'équipe de sécurité de Hammarskjöld. Il était l'un des premiers, je crois même le premier, parmi les non-mercenaires. Il y avait eu quelques mercenaires plus tôt sur le site du crash, mais lui était le premier des soldats des Nations Unies. Il a aussi déclaré, dans une interview avant sa mort, et Ola pourra le confirmer, qu'il avait vu un trou de balle dans la tête de Hammarskjöld. Et Hammarskjöld portait une carte à jouer, un as de pique, glissé dans son écharpe, le genre d'écharpe qu'il portait autour du cou, symbole également utilisé par des tueurs professionnels. Ce symbole avait été utilisé au Vietnam par certains soldats américains, mais aussi par la mafia. Mais Ola pourra en parler, car il sait tout cela. Oui, oui. Non, je connaissais Björn Egge et nous avons dîné ensemble à plusieurs reprises, etc. Nous avions des amis communs. Il a été le premier officier sur le site du crash, le premier officier de l'ONU. Il pensait que ça ressemblait à un trou de balle dans le front, mais il s'est rendu compte qu'ils avaient en fait des photos qui avaient circulé et que cet élément avait été retiré des clichés, de sorte qu'on ne pouvait pas le voir. Il y avait des photos du corps, mais elles avaient déjà été manipulées, la photo avait été retouchée, et il trouvait les Britanniques très suspects. Maintenant, un autre ami à moi venait parfois dîner à Lund, chez nous, quand j'étais à l'université là-bas en 1970-71. Il est ensuite devenu responsable de l'enquête de l'ONU concernant la Rhodésie, ou l'ancienne Rhodésie. Il était en fait un ancien ministre au Zimbabwe. Et il a déclaré dans une interview il y a quelques années qu'un ordre clair avait été donné d'une certaine source à l'armée de l'air de descendre un avion à 4 moteurs arrivant du nord, le jour même où l'appareil a été abattu. Ainsi, en ce sens, la Royal Rhodesian Air Force avait reçu l'ordre d'abattre l'avion, mais il se peut qu'un autre pilote ait effectivement exécuté l'ordre. Il existe de nombreuses affirmations à ce sujet, et un homme, un mercenaire belge formé en Grande-Bretagne, a dit à plusieurs personnes qu'il était responsable de l'avoir abattu, mais qu'il ne savait pas qui se trouvait à bord. À l'époque, il était le secrétaire général de l'ONU. Et il travaillait en fait sur quoi travaillait-il exactement? Je veux dire, qu'est-ce qui le rendait si controversé? Je pense qu'il était le choix des Français. Les Français le voulaient parce qu'il parlait couramment le français. Les Britanniques pensaient qu'il ferait l'affaire et les Américains l'avaient également accepté. Mais ensuite, il n'a pas adopté la position de l'Occident contre le reste du monde, pour ainsi dire. Il a soutenu la lutte anticoloniale en Afrique,
Il a eu quelques tensions avec Lumumba au Congo, mais en général, il le soutenait. Et maintenant, il se rendait au Katanga pour parler avec Tshombe, qui avait fondé son propre État du Katanga, soutenu par les Britanniques et les Belges parce qu'il était très riche en minerais, la majeure partie de l'uranium mondial par exemple. Donc certaines personnes voulaient contrôler cette région. Et bien sûr, si vous aviez une personne charismatique comme Lumumba, il était impensable d'accepter qu'il puisse avoir le contrôle du Katanga. Je veux dire, il y avait aussi d'autres choses, d'autres facteurs en jeu. Oui, mais j'ai beaucoup réfléchi précisément à cette question, parce qu'il est important de comprendre pourquoi, dans chacun des cas dont nous parlons, quelque chose a été jugé suffisamment important pour tuer ces personnes. Et Ola a un argument très intéressant à ce sujet, pourquoi il s'agissait vraiment d'exécution. Mais d'abord, pour Dag Hammarskjöld, c'est assez clair. Son père était un premier ministre suédois. Il venait d'une famille très importante, connue pour son engagement au service public. Sa mère était une chrétienne fervente, très attachée à la justice sociale aussi. Voilà donc le contexte de cette personne. On considérait Dag Hammarskjöld comme un bureaucrate, c'est ce qu'est un secrétaire général, et on pensait qu'il ne serait pas dangereux. Mais il s'est avéré que lorsque Dag Hammarskjöld est devenu secrétaire général, il a été très actif, très politiquement actif. Par exemple, c'est lui qui a eu l'idée des casques bleus, afin d'utiliser des soldats comme force de police internationale pour arrêter les factions en guerre. Et il faut aussi comprendre qu'à l'époque où Hammarskjöld était secrétaire général, au moment où il a commencé, il y avait exactement 100 nations aux Nations Unies, dont environ 50 étaient d'anciens États coloniaux. Il n'a pas pris le parti des superpuissances, et il n'était pas non plus apprécié de l'Union soviétique. Il a pris les choses en main. Il a fait ce qu'il devait faire. C'était, en quelque sorte, quelqu'un qui ne se contentait pas de parler le dimanche des droits égaux pour tous ces peuples. Il s'est réellement battu pour cela. Il faisait vraiment cela, et il a considérablement aliéné les Britanniques et les Français. On peut dire qu'au moment où il a été abattu, il travaillait également sur l'Indonésie, où il souhaitait que la Papouasie-Nouvelle-Guinée devienne un État indépendant. Il s'agissait donc toujours de donner du pouvoir à ces nouvelles nations et de les rendre autonomes. Il formait des diplomates, en mettait à disposition pour ces pays. Il s'agissait de leur donner la possibilité de se gouverner eux-mêmes. C'était cela, l'objectif. Cela allait aussi à l'encontre des intérêts d'Allen Dulles, mais pas tellement de ceux de John F. Kennedy, qui collaborait avec Dag Hammarskjöld. Et John F. Kennedy collaborait également avec Enrico Mattei, ce qui est, d'une certaine manière, un cas similaire. Il y avait donc ces idées anticoloniales, selon lesquelles les pays devaient se gouverner eux-mêmes. C'était Hammarskjöld, c'était Kennedy, c'était Mattei à cette époque. Et puis il y avait les autres, la faction Dulles. Par exemple, son frère John Foster Dulles était alors secrétaire d'État des États-Unis, et Allen Dulles, le chef de la CIA, faisait en quelque sorte office de ministre des Affaires étrangères supplémentaire. Oui, cela fait partie des nouveaux dossiers qui ont été rendus publics. Ils ont, par exemple, mené un coup d'État au Guatemala contre Arbenz, un président d'origine suisse et social-démocrate. La raison en était qu'Arbenz voulait donner une partie des terres rurales à la population pour qu'elle puisse cultiver ses propres récoltes, notamment des bananes. Mais c'était la United Fruit Company qui possédait le Guatemala. Et les deux frères Dulles siégeaient en même temps au conseil d'administration de la United Fruit Company. Donc vous voyez, il existait ce réseau colonial. Et c'est précisément contre cela que Dag Hammarskjöld luttait. C'était quelqu'un dont il était clair et il était reconnu dans le monde entier, pourrait-on dire, que la Suède avait réussi à produire ces deux hommes politiques, Hammarskjöld et Palme, qui n'étaient pas des chefs de superpuissance,
mais d'une certaine manière des superpuissances morales de leur époque. Je connais une personne prénommée Dag, dont les parents l'ont appelé ainsi à cause de Dag Hammarskjöld, parce qu'ils l'admiraient énormément. Oui. Juste pour situer le contexte, quand nous discutons de ces affaires, je veux dire, il serait naïf de penser que tous ces réseaux de renseignement vont simplement se dévoiler au grand jour. Je veux dire, la CIA est directement issue de l'OSS, n'est-ce pas? Une organisation de l'époque de la Seconde Guerre mondiale qui ne se contentait pas de recueillir des renseignements, mais menait aussi des opérations clandestines. Et nous savons, d'après la manière dont le pouvoir fonctionne, que si vous avez de petits groupes de personnes ultra-violentes ou prêtes à recourir à une violence extrême, elles peuvent obtenir des résultats politiques. Alors, Ola, penses-tu que ce que nous observons ici correspond en réalité à la façon dont ces réseaux de groupes ultra-violents opèrent, parce qu'ils sont très intelligents, sous couvert de renseignements, dans l'ombre, en éliminant certains acteurs politiques pour orienter tout le système vers ce qu'ils veulent? En gros, en éliminant la faction pacifiste en Amérique du Nord et en Europe, chaque fois qu'elle commençait à paraître un peu trop forte. Oui, je le pense. Je veux dire, si tu regardes la Suède, Ola Thunander, le chef du contre-espionnage en Suède, devait entretenir des liens étroits avec ses homologues, et c'est très important. Je pense qu'on a toujours des liens étroits avec son homologue. Thunander avait ses liens avec Angleton à la CIA, qui était le chef du contre-espionnage, et ils avaient des liens avec un type appelé Mackay au MI6. Il disait qu'il pensait qu'Olof Palme était un agent d'influence. C'est ce qu'il soutenait, et c'est ce que le service de sécurité suédois a ensuite cru. Cela signifiait donc qu'on ne pouvait pas parler de questions secrètes au Premier ministre, car il était probablement considéré comme un agent du camp adverse. Because he was probably an agent of the other side. And the problem. Franz a dit que le problème que nous avions, c'était qu'il y avait un social-démocrate au sein du service de sécurité et que c'était un traître. Il informait le Premier ministre, il allait le voir et lui racontait ce dont nous parlions. Le problème, c'est qu'à l'époque, au début des années 1970 et ainsi de suite, les sociodémocrates étaient opposés au coup d'État militaire en Grèce. Certains d'entre eux ont dû fuir le pays et d'autres ont été emprisonnés. Ensuite, le service de sécurité suédois a mis la main sur les annuaires téléphoniques de ces personnes et les a transmis à la Grèce. Il en a été de même pour les coups d'État au Chili et en Argentine. Le service de sécurité suédois a envoyé des informations sur ces réfugiés en Suède, ainsi que sur leurs proches à la CIA, qui les a ensuite transmises au Chili et à l'Argentine, à Pinochet. Ainsi, en ce sens, le service de sécurité était de l'autre côté. Désolé. Je pourrais ajouter une autre anecdote à propos de Herrhausen pour te montrer car ce ne sont pas de simples petites histoires. Herrhausen, l'ancien dirigeant allemand de la Deutsche Bank, qui a été assassiné en 1989. Oui. Oui, Ola le sait très bien. Nous en avons également parlé lors de nos conversations. C'est le livre que j'écris, avec tous ces cas inclus. Et puis il y avait Herrhausen. J'ai essayé de le décrire comme une personne honnête et bien intentionnée. Il y a une histoire que j'ai apprise de Norbert Blum, qui était ministre au Parlement allemand pour le travail et d'autres domaines. Il était bien connu parce que, bien qu'il fût conservateur, il était profondément chrétien et farouchement opposé au gouvernement Pinochet. D'ordinaire, les conservateurs en Allemagne allaient de pair avec le gouvernement chilien, mais pas lui. Il s'y est rendu et a essayé de faire libérer de prison un Allemand très à gauche, ce qu'il a effectivement réussi à faire. Et cela a beaucoup étonné cette femme. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il était assis là, et les gens du gouvernement Pinochet connaissaient les opinions de Norbert Blum.
Ils l'ont placé près des toilettes, par exemple, pendant le dîner, et il a aussi trouvé une tête de chèvre coupée devant la porte de sa chambre d'hôtel. C'est quelque chose de médiéval, pour ainsi dire. Un geste très évident. Oui, très évident. Il était assis là avec Herrhausen et a remarqué que le directeur de la Deutsche Bank au Chili parlait avec le ministre de l'Intérieur chilien, lui donnant les noms de personnes à arrêter au Chili parce qu'elles étaient de gauche. Blum l'a remarqué et me l'a raconté personnellement. Il en a informé Herrhausen, et Herrhausen a simplement dit « je m'en occuperai ». Le lendemain, le type de la Deutsche Bank a été renvoyé. Il a perdu son poste. Et cela ne prouve pas seulement quel genre de personne était Herrhausen, mais c'est aussi une preuve pour l'autre camp qu'il n'était pas une personne fiable au sein de la structure de pouvoir qu'ils avaient mise en place, où les Américains et les Chiliens formaient un grand bloc. Donc, si vous allez là-bas et que vous faites ce genre de choses, il y a des conséquences. Oui, il y a des conséquences. Et vous serez inscrit sur une liste. Et si cette liste devient trop longue, avec trop de choses importantes dessus, eh bien, celle-ci n'était pas extrêmement importante. C'était juste un signe que Herrhausen appartenait à une autre faction dans ce genre d'affaires. C'était la faction éthique, celle à laquelle appartenait aussi Norbert Blum. Ils avaient des convictions similaires. Et Enrico Mattei, oui, Enrico Mattei, là encore, vous savez, je pense. Les anticolonialistes, en gros, ceux qui pensaient « ne contrôlons plus le monde de manière centralisée, construisons plutôt quelque chose ». Ola, tu veux intervenir? Oui. Ce qu'il faut également mentionner à propos de Herrhausen, ce sont les pipelines. La Deutsche Bank finançait le pipeline entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Union soviétique. Les Américains étaient furieux à ce sujet. Il y a un chapitre à ce propos dans le livre Victory de Peter Schweitzer. Il traite du conflit entre Reagan et Helmut Schmidt. Helmut Schmidt défendait les pipelines, tandis que Reagan et Caspar Weinberger étaient respectivement secrétaires à la Défense et Bill Casey, directeur de la CIA. Ils voulaient tous arrêter les gazoducs, car cela signifiait qu'il pourrait y avoir une collaboration entre l'Union soviétique, l'Europe et l'Allemagne de l'Ouest. Et cela aurait été, eh bien sûr, cela aurait ressemblé à une nouvelle union ou communauté du charbon et de l'acier, où les deux parties auraient eu une dépendance partagée. C'était inacceptable pour les Américains, et ils ont essayé de le bombarder, et ainsi de suite. Dirk en a fait un film documentaire, mais ils n'ont pas pu l'arrêter, car les Soviétiques l'ont simplement réparé et ont continué. Cela se poursuit donc depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui. Encore plus tôt que cela, il y a un autre élément vraiment important. Ce n'était pas seulement un gazoduc, c'était censé être le plus grand accord économique jamais conclu par l'Allemagne. Il s'agissait d'environ 400 millions par an. Je ne suis pas sûr sur quelle période, mais c'était une somme énorme. Les trois plus grandes banques d'Allemagne ont dû collaborer sous la direction de la Deutsche Bank, et cela a commencé dans les années 1970. Reagan a été celui, un peu comme on pourrait dire Biden ou Trump aujourd'hui, qui a déclaré « Non, cela n'arrivera pas. Nous ne le permettrons pas ». C'était une situation assez compliquée, car par exemple, en Europe, même Margaret Thatcher y était favorable. Pour elle, ce n'était qu'une affaire. Elle voulait les gazoducs pour des raisons financières. C'était donc une situation différente d'aujourd'hui. Mais la même chose s'est produite. Reagan a envoyé un groupe de diplomates à la Deutsche Bank. C'est mentionné dans un livre, pas très connu, mais j'y ai trouvé tout un chapitre à ce sujet. L'homme qui était le deuxième porte-parole de la Deutsche Bank, aux côtés de Herrhausen, jusqu'à ce qu'il devienne le seul, était responsable des relations avec la Russie, qui n'étaient pas très importantes à l'époque, sauf pour ce projet de gazoduc.
Ils ont été envoyés le voir, et il a dit qu'ils s'étaient présentés de manière très peu amicale. Ce n'étaient pas des diplomates, mais plutôt des mafieux. Ce ne sont pas ces mots exacts. Mais vous voyez, le message était clair. Vous ne faites pas ça. Alors, il a dit cela, et il a essayé d'expliquer aux Américains que ce que les Allemands avaient fait n'était pas dirigé contre l'OTAN. Ce n'était pas contre l'alliance avec les États-Unis, c'était du commerce. Et il pensait que c'était une raison suffisante. Mais encore une fois, comme je l'ai mentionné lors de notre dernière conversation à propos de Herrhausen, il ne comprenait pas qu'il s'agissait de questions géopolitiques. Et c'est, je crois, Ola, tu devrais l'expliquer, car ça m'a frappé la première fois que je l'ai entendu. Nous parlons ici de domaines qui, en réalité, relèvent de décisions de vie ou de mort pour des empires. On ne peut pas aller au tribunal et poursuivre Helmut Schmidt pour avoir fait cela, ni poursuivre Herrhausen pour avoir fait cela. Il faut une action exécutive dans ces affaires. Et c'est ce que nous observons avec ces meurtres. Mais tu peux en parler, Ola. Je veux dire, le problème avec beaucoup de ces choses, c'est qu'il ne s'agit pas d'accords formels. Beaucoup d'entre eux sont en réalité des ententes entre des individus au plus haut niveau. Et si vous avez ce type d'accord, mais aucun moyen légal de poursuivre la personne qui ne respecte pas les règles, alors il ne reste que la force physique. Donc le problème, c'est que lorsque les choses deviennent si secrètes que, beaucoup de gens m'ont dit, en fait, que les plus hauts généraux et les plus hauts responsables politiques sont informés que lorsqu'il s'agit des choses très très secrètes, le au-dessus du top secret pour ainsi dire, il ne faut pas les mettre par écrit. Parce que quelqu'un pourrait alors faire fuiter ce document à un journaliste. C'est ce qu'a dit, par exemple, l'ancien chef de la défense en Norvège, le général Sven Gundersen. Il était chef de la défense dans les années 1970 et plus tard président du comité militaire de l'OTAN. Mais il a expliqué qu'on ne peut pas mettre cela dans un document, car ce document pourrait être divulgué à des journalistes. Cela signifie donc que, pour les choses vraiment importantes, elles n'existent qu'à l'oral, ce qui veut dire qu'en réalité, il faut écarter les personnes physiquement. On ne peut pas les mettre en prison, ni quoi que ce soit de ce genre, car elles n'enfreignent aucune règle. Donc voilà. Donc nous... Nous avons donc affaire ici à un domaine de haute politique, mais rien n'est consigné par écrit. Tout repose sur des accords entre gentlemen. Et le fait est que ces accords entre gentlemen doivent aussi être maintenus d'une administration à l'autre, ou par des personnes qui ne sont même pas forcément au courant de leur existence. Pourtant, ils sont nécessaires pour soutenir les structures en place. Et si ces structures commencent à s'effondrer, alors l'autre camp, celui qui veut les voir appliquer, commencera à agir d'une manière ou d'une autre. Est-ce ce qui se passe? Ainsi, quelqu'un comme Herrhausen ou Mattei ne fait peut-être même pas partie de l'accord, mais parce qu'il met en danger la structure que certains pensaient avoir établie, il faut d'une manière ou d'une autre l'écarter. Et il faut aussi dire que les Soviétiques n'étaient pas vraiment intéressés à faire avancer leurs armées en Europe. Ils s'y étaient préparés, mais ils n'étaient pas expansionnistes en ce sens, et les Russes ne le sont pas non plus. Le problème, c'est que pour avoir une défense raisonnablement solide, il fallait la perception d'une menace. C'est donc ce qu'on avait en Europe et aux États-Unis. Il fallait faire semblant que les Soviétiques étaient plus enclins à recourir à la force qu'ils ne l'étaient réellement. Voilà une chose. Mais l'autre, c'est que lorsque vous commencez à construire ces gazoducs et à vous entendre avec l'autre camp, vous pouviez vous dire « D'accord, peut-être qu'on pourrait vraiment s'entendre avec eux. »
Nous ne les aimons pas en privé ou quoi que ce soit, mais malgré tout, sur le plan économique, cela fonctionne très bien. Mais ce n'est pas suffisant, car il faut entretenir la perception d'une menace. Et c'est ce dont nous avons parlé la dernière fois, je crois, à propos des sous-marins dans les eaux suédoises. Quand les Suédois, les Norvégiens, les Danois et ainsi de suite ont commencé à parler d'une zone exempte d'armes nucléaires en Scandinavie, on peut consulter les documents britanniques et voir qu'ils disaient « Nous devons parler durement aux Norvégiens ». Les Norvégiens sont sur une pente glissante et les Suédois, c'est encore pire. Nous devons changer leur mentalité. Et ce qu'ils ont fait, c'est envoyer de petits sous-marins qu'ils utilisaient déjà, puis ils sont apparus dans les bases navales et les archipels suédois, et ainsi de suite. Et les gens sont devenus fous. Et ils ont terrifié les gens à mort. Oui, vraiment. Donc, comme nous en avons déjà parlé, en Suède, dans les années 1970 jusqu'en 1980, environ 25 à 30% des gens considéraient l'Union soviétique comme une véritable menace ou un ennemi. Mais 3 ans plus tard, après le début des intrusions de sous-marins, ce chiffre était passé à 83%. En seulement 3 ans, vous aviez transformé la Suède en un autre pays. Et cela montre à quel point c'est facile. On peut manipuler une population très très facilement. Et cela a été perçu, je pense, si l'on regarde les documents, comme quelque chose de nécessaire, que la population ait cette perception d'une menace soviétique. Oui, nous avons cette discussion au sein de l'OTAN aujourd'hui aussi. On appelle cela la nécessité d'une perception commune de la menace. Tout le monde doit comprendre l'ennemi de la même manière. Dirk, as-tu quelque chose à ajouter à cela? Oui, j'ai énormément de choses à ajouter et je crains qu'on ne submerge les gens avec toutes ces histoires. Mais il y a une chose que je voulais mentionner. Je viens de la vérifier. L'accord que l'Allemagne voulait conclure avec la Russie portait sur 400 milliards de marks sur 25 ans. Donc tu vois l'ampleur du projet. Il fallait faire quelque chose à ce sujet. Au final, ça s'est réduit à moins d'1 centième de cette somme, mais c'était sous l'influence américaine. C'est très très similaire à Enrico Mattei. Tu as ce type, un dirigeant fascinant, qui fait simplement de bonnes affaires. Il trouve de bons accords. Ainsi, quand les Américains allaient dans un pays pour forer du pétrole à cette époque, c'était un accord, 50-50. 50% des revenus allaient à la compagnie pétrolière et 50% au pays lui-même, généralement à un roi corrompu pour son propre bénéfice, pas pour Abhabius. Et Mossadegh, c'était une autre histoire. Quoi qu'il en soit, cet Iranien a été renversé par les États-Unis et la Grande-Bretagne parce qu'il voulait redistribuer la richesse du pétrole, en bon démocrate et ami de l'Amérique, à sa propre population. Il n'avait pas compris. Il croyait trop à la Constitution américaine, pour ainsi dire. Mais ensuite, Mattei est arrivé et a dit « D'accord, il y a ces accords 50-50. » Ce qui signifie que l'entreprise, la technologie et les gens viennent des États-Unis et y restent. Si vous faites affaire avec moi autour de la Méditerranée, vous obtenez 75% et nous créons une co-entreprise. Nous formerons vos gens et vous serez capable de tout faire vous-même. Devinez avec qui les pays voulaient traiter. Enrico Mattei. L'Italie est soudainement devenue un pays très important dans les affaires pétrolières. Et Enrico Mattei a eu l'idée des plateformes pétrolières en mer. C'était une invention de l'entreprise italienne. Il a commencé à construire des pétroliers pour équilibrer les négociations sur les prix, de sorte qu'il avait toujours du pétrole sur l'océan pour stabiliser les fluctuations des prix. Oui, et il était aussi anticolonialiste, donc il a commencé à traiter avec l'Algérie. Il était favorable au mouvement d'indépendance algérien, ce qui ne lui a pas valu que des amis. C'est très intéressant. Aldo Moro et Enrico Mattei, il existe toute une thèse de doctorat à ce sujet, sur la manière dont l'Italie est devenue une puissance importante en politique étrangère.
Oui. Et ensuite, tu vois, j'ai des documents secrets. Enfin, plus vraiment secrets. Elles étaient secrètes à l'époque, de la CIA et du ministère britannique des Affaires étrangères. Et les deux affirment qu'il faut s'occuper d'Enrico Mattei. 2 jours avant sa mort dans un accident d'avion, un article du Financial Times paraît, demandant « Monsieur Mattei devra-t-il partir ?» Et j'ai un document de la CIA dans lequel l'industrie pétrolière américaine informe l'agence qu'Enrico Mattei, qui était en train de préparer le plus grand accord jamais conclu en Italie, dans le domaine du pétrole, également avec l'Union soviétique, le plus grand accord de toute l'économie italienne, cherchait à acheter du pétrole aux soviétiques, tandis qu'ils obtiendraient du caoutchouc synthétique d'Italie. Et c'est énorme. Du point de vue des hommes d'affaires, un accord brillant. Et tous deux, et ensuite le document de la CIA provenant de l'industrie des huiles minérales, affirme qu'Enrico Mattei pourrait être un méchant encore plus grand que l'Union soviétique elle-même. C'est ce qui est écrit dans le rapport. Il l'appelle réellement ainsi. Donc vous voyez, il y a cette similitude avec les gazoducs. Si vous traitez avec l'Union soviétique et que vous concluez un grand accord qui semble bénéfique pour l'économie et qu'en même temps, vous essayez de positionner, c'est ce que Mattei a fait, l'Italie politiquement comme une puissance non coloniale autour de la Méditerranée. Alors vous entrez dans les eaux qu'Ola vient de décrire. Vous vous retrouvez avec un pointeur laser sur le front, comme Dirk Polman l'a montré. Lui n'avait pas de pointeur laser, mais un trou de balle. Donc, en un sens, ce que nous observons ici, lorsque nous regardons tous ces meurtres politiques, ces morts, ces éliminations de figures importantes, ce que nous voyons réellement, ce sont ces structures, les structures ultra-violentes de l'Empire profond, n'est-ce pas? C'est cela qui maintient l'ensemble. Elles ont notamment préservé ce réseau culturel transatlantique créé après la Seconde Guerre mondiale. Et d'une certaine manière, la façon dont l'Empire est passé du Royaume-Uni aux Américains. Cette structure a maintenu la cohésion et a réussi à éliminer les obstacles ou les problèmes structurels qui pouvaient surgir en cours de route. Ola, serais-tu d'accord? Oui, mais tu devrais ajouter qu'ils ont en réalité intégré les nazis, toute la structure nazie et fasciste, à la CIA et dans une certaine mesure aussi du côté britannique. Mais en Italie, il y avait ce conflit où ils ont recruté des fascistes. Ils ont recruté le réseau Stay Behind, ainsi que des membres de la police et d'autres issus de l'ancien régime de Salo, ce qui restait du régime fasciste de Mussolini. Et tu sais, Scorzeni, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est lui qui a d'abord sauvé la vie de Mussolini et l'a emmené en Allemagne en 1943, je crois. Donc ils ont recruté toutes ces personnes, ou beaucoup d'entre elles, qui faisaient partie du côté très sombre des régimes nazis et fascistes, puis les ont utilisés à leurs propres fins. Et c'était une sorte de, enfin la moitié des plus, eh bien celui qui a lancé les réseaux Stay Behind en Ukraine pour tenter d'arrêter l'avancée des forces soviétiques, c'était Scorzeni. Ensuite, il est devenu un tueur et un trafiquant d'armes également pour les États-Unis et pour les Israéliens, qui n'est pas toujours parfaitement clair. Mais le document que vous avez trouvé dans les archives du BND, je pense, montre clairement que vous avez des responsables centraux, ou vous savez, de hauts gradés de l'US Air Force, des généraux, qui vont voir Scorzeni. Et on ne va pas voir Scorzeni par courtoisie, on va le voir pour obtenir quelque chose. Et ce dont il parle, c'est que Kennedy est impossible à avoir. Et puis on peut aussi dire qu'il y a eu des documents montrant que Scorzeni avait des contacts étroits avec l'OAS. Vous savez, l'organisation armée secrète. Oui. Donc, tout a commencé lorsqu'ils ont voulu continuer à essayer de tuer De Gaulle. Oui,
Les gens qui ont essayé de tuer De Gaulle étaient ceux qui s'opposaient à l'indépendance de l'Algérie. Oui, oui. Donc cela signifie que vous avez un réseau de personnes qui étaient des tueurs professionnels et qui ont été introduits dans le système italien de l'Occident. Oui, je pense que c'est important à comprendre. Et c'est quelque chose que je considère. Si je devais donner des conférences à ce sujet, ce serait l'un des points principaux et les plus importants. Il y a une citation que j'aime beaucoup du réalisateur du film, Carlos, qui est un très bon film. Je le recommande vivement. Dans une interview, il a dit « Si vous suivez les traces des terroristes, vous finissez toujours devant les portes d'un service de renseignement. » Et il y a une raison à cela. La raison est très pragmatique. Imaginez-vous à la place d'un service de renseignement. Un service de renseignement, par définition, travaille à distance, à la frontière entre les actions légales et illégales d'un État. Sa mission est de protéger le royaume, comme on dit au MI6, et aussi de l'étendre. Mais c'est ainsi que l'on vous juge, selon votre efficacité à cet égard. Et parfois, il faut se retirer. Il peut y avoir une situation où la politique pratique décide qu'il faut tuer Olof Palme, ou qu'il faut tuer Matteotti, ou quelqu'un d'autre. Alors, il faut des gens pour le faire. Vous ne voulez pas les avoir directement dans vos propres services de renseignement, car les traces mèneraient immédiatement à vous. C'est pourquoi vous avez des entités extérieures. Et c'est là que les terroristes entrent en jeu. Vous pouvez les utiliser pour cela. La manière la plus intelligente, c'est de les amener à faire ce que vous voulez sans être directement liés à eux. Cela signifie qu'ils doivent être à l'intérieur de ces groupes et que vous devez être capable d'influencer ou de décider qui est tué. C'est la question la plus importante. Si vous regardez la fraction armée rouge, regardez qui a été tué. Bon sang, pourquoi ont-ils tué Ehrhausen? Pourquoi cet homme-là? Si vous pouvez faire ça, alors vous avez un service de renseignement très efficace. Et ensuite, vous allez voir des gens comme Skorzeny. Vous savez qui sont fascistes? Des meurtriers nationaux-socialistes. Oui, mais ce sont des meurtriers efficaces. Et vous avez de bons professionnels pour ça. Alors vous les prenez. J'ai parlé, tout au long de ma carrière, à plus de 200 personnes issues des services de renseignement, des opérations, et ainsi de suite. Par exemple, j'ai une fois parlé à quelqu'un impliqué dans une opération au Vietnam. Ils ont utilisé un tueur civil pendant la guerre du Vietnam pour éliminer un général laotien. Vous voyez donc, si vous raisonnez en ces termes, alors les terroristes, ou ces gens-là, les tueurs, des types comme Skorzeny, sont efficaces. Vous pouvez les utiliser. Elles font partie de votre boîte à outils, peut-être l'une des choses les plus précieuses que vous possédiez. Et si nous, les journalistes et les scientifiques, n'en parlons pas, alors le public de nos démocraties n'en entendra jamais parler. Parce que la CIA est une organisation capable de garder secret tout ce qu'elle souhaite garder secret. Regardez Kennedy, 62, 63 ans plus tard, et nous commençons seulement à entrevoir ce qui se passait réellement. Dans une démocratie, c'est donc une question très cruciale. Nous devons comprendre que ce que nous faisons est important, mais nous sommes ostracisés, mis à l'écart, traités de complotistes. Et lorsque nous nous approchons trop des véritables complots, on nous arrête. Et le mot utilisé est déni plausible. C'est le terme qui résume ce que vous avez dit au cours des 3 ou 4 dernières minutes, pour ainsi dire. Oui, c'est bien cela. Et c'est, vous savez, ce que les hauts responsables américains ont dit à propos du sous-marin en Suède. Ils ont utilisé des navires italiens. Et j'ai demandé pourquoi. Pour le déni plausible. Vous savez, on utilise quelqu'un d'autre.
Bien sûr, tout cela fonctionne ensemble. Donc si nous nous demandons aujourd'hui pourquoi nous n'avons plus de dirigeants politiques européens comme Olof Palme ou Willy Brandt, et ainsi de suite, une partie de la réponse est qu'ils ont été écartés et l'autre partie est qu'on les a fait disparaître. Je veux dire, la difficulté, bien sûr, est de comprendre ce qui est accidentel ou accessoire. Même au niveau de la CIA. Était-ce simplement une agence de renseignement qui a dit « il faut s'en débarrasser » ou était-ce plutôt une affaire de réseau? Y avait-il une entente politique? Et comment cela évolue-t-il avec le temps, n'est-ce pas? Pourquoi des gens ont-ils essayé d'éliminer ces oléoducs par des assassinats politiques dans les années 1980, alors que Nord Stream 1 et 2 ont quand même été construits? Et nous savons que les Américains détestaient cela. Nous savons maintenant qu'ils ont été détruits, n'est-ce pas? Mais nous savons qu'ils détestaient cela. Et pourtant, quelque chose a changé, puisque Angela Merkel, par exemple, a quitté ses fonctions vivantes, n'est-ce pas? Mais c'est tellement difficile à démêler. Oui, et on pourrait aussi dire qu'un officier du MI6 britannique, j'ai dîné avec un officier du MI6 britannique, a dit que du point de vue britannique, Willy Claes était impossible à accepter. Secrétaire général de l'OTAN, il faut expliquer Ola, tout le monde ne le sait pas, il était le nouveau secrétaire général de l'OTAN. Et les Britanniques disaient qu'il était impossible à soutenir. Il était contre la guerre en Bosnie, il était contre la guerre en Irak. Et alors je lui ai demandé, pourquoi ne l'avez-vous pas mis votre veto? Et il a répondu, ils avaient déjà utilisé leur veto. Puis, après quelques semaines, l'affaire Agusta a éclaté et Willy Claes avait reçu des pots de vin dans le cadre du contrat Agusta pour l'achat d'hélicoptères italiens. Il a dû quitter son poste de secrétaire général de l'OTAN. Et bien sûr, c'est ce que disait l'officier du MI6, il ne suivait pas toutes les affaires d'armement, mais il savait lesquelles il pouvait suivre. Il a été contraint de partir à cause de cette affaire d'armement, vous voyez. Donc c'est assez clair, c'est comme ça que ça se passe, on les écarte. Et si vous êtes assez corrompu, vous n'avez pas besoin d'être tué. Donc, si vous ne voulez pas être tué, ayez une petite affaire de corruption qui puisse être utilisée contre vous. C'est une sorte de police d'assurance vie. Donc, en un sens, toute la saga Epstein concerne en réalité une sorte d'assurance vie pour ces gens-là. Quoi qu'il en soit, mes amis, je pense que c'est une bonne façon de conclure la discussion. Merci beaucoup, Ola et Dirk, pour votre temps une fois de plus. Bien sûr, nous n'avons fait qu'effleurer la surface, mais au moins, nous commençons à comprendre un peu ce qui se passe. Ola, je mettrai les liens vers ton podcast en 4 parties sur Olof Palme dans la description de cette vidéo. Dirk, je mettrai aussi les liens pour toi afin que les gens puissent te trouver. Si tu veux partager quelque chose avec notre public, envoie-le-moi et je l'ajouterai au lien. D'accord? Oui, j'ai 2 documentaires, en fait 3 documentaires. L'un d'eux s'intitule Ready for Service. Il traite de l'utilisation des nazis et des fascistes par les services de renseignement et il aborde vraiment les sujets dont nous avons parlé, mais de manière bien plus approfondie que ce que vous avez probablement jamais vu. J'en ai aussi un sur le coup d'État borghese de 1970, dont presque personne n'a entendu parler. Un cas très intéressant. Et puis, il y a celui sur les oléoducs, mon dernier documentaire, qui vient de m'être renvoyé en anglais. Il est également disponible en anglais, je ne le savais pas. Donc j'aurai tous ces documentaires disponibles en anglais pour que vous puissiez les regarder. Formidable. Ola, vous deux, envoyez tout ce que vous avez, d'accord? Je partagerai. D'accord. Et merci beaucoup, Ola. Je recommande vivement les 4 œuvres d'Ola. Lisez-les, elles sont époustouflantes, fantastiques, vraiment, vraiment excellentes. Merci, merci. Thank you.